Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là pour ce nouveau numéro de Let's Talk About SEO. Aujourd'hui, je reçois Bilker Diakate. Comment ça va, Bilker? Salut, ça va super bien, Quentin, et toi? Bah écoute, ça va super également. Bilker, je vais te présenter tout de suite. Tu es le fondateur de Databix, une agence spécialisée dans le conseil en e-business qui s'appuie Mhm. notamment sur la data. Tu es également consultant web, formateur spécialisé en référencement et web analytics. Et Mhm. aujourd'hui, j'ai souhaité te recevoir, Bilker, parce que j'aimerais évoquer avec toi un sujet qui va impacter, qui impacte de toute façon d'ores et déjà de plus en plus l'univers du digital et du SEO, c'est le machine learning. Quels sont Mhm. ses avantages, ses dangers, voilà, il y a plein de choses qu'on peut voir ensemble aujourd'hui. Je vais te donner tout de suite l'occasion de nous faire part de ton expertise avec une première question. Euh, Mhm. je suis obligé de la poser finalement parce qu'il faut faire une petite mise au point quand même sur les notions. Déjà, qu'est-ce que l'IA, l'intelligence artificielle? Ensuite, Mhm. qu'est-ce que le machine learning? Et ensuite, machine learning et deep learning, est-ce qu'il y a une petite différence ou pas du tout? Ok, Voilà, juste pour qu'on clarifie les choses. ok, super, c'est parti. Comme tu l'as super bien dit, voilà, je suis consultant, juste rajouter un truc par rapport à ce que tu as dit, je suis consultant SEO depuis 9 ans maintenant, et il y a 2 ans maintenant, donc en 2019, non, même pas, en 2017, j'ai commencé à me passionner en fait pour l'IA, pour le SEO, et en 2019, je voulais aller un petit peu plus loin en allant en fait passer un diplôme d'intelligence artificielle à Stanford University, qui est l'université d'où sont sortis les fondateurs de Google, pour apprendre le machine learning là-bas. Et donc, du coup, maintenant, voilà, donc, je connais un petit peu mieux, en fait, on va dire. C'est comme ça que maintenant que je rentre mes clients. Et donc, du coup, pour répondre à ta question, alors l'IA, en gros, qu'est-ce que c'est? En fait, il n'y a pas réellement de définition, genre type Petit Robert de l'IA. En fait, il y a surtout des définitions en fait, venant de toutes les personnes qui sont derrière l'IA. Donc, en fait, et pour ça, je vais te donner 3 définitions aujourd'hui, en fait, qui viennent en fait, de 3 grands scientifiques américains. Donc, le premier, en fait, c'est Harold Garner, qui dit en fait que l'IA est la capacité de résoudre des problèmes, de créer des produits incluant plusieurs paramètres culturels selon les machines utilisées. Donc voilà, là, on nous parle de culture, on nous parle de problèmes, on nous parle de résoudre et on nous parle d'autonomie. Niels Nielsen, qui est un autre scientifique, nous dit que l'IA est une activité dédiée à rendre les machines plus intelligentes. Et l'intelligence artificielle est la qualité permettant à une entité de fonctionner de manière autonome dans son environnement. Donc là, déjà, on commence à être un peu plus précis. On parle d'autonomie dans un environnement propre dédié pour que la machine puisse évoluer toute seule, pardon. Et en trois, il y a John McCarthy qui nous dit que l'IA est la science de l'ingénierie rendant les machines plus smart et plus autonomes. Donc du coup, en fait, si je vais faire un petit résumé, qu'est-ce que l'IA au final? En sortant en fait de l'aspect purement référencement naturel, purement Google, en fait, c'est juste en fait de faire en sorte que les machines soient intelligentes, soient autonomes et surtout en fait soient totalement puissent créer de la valeur autour de l'environnement dans lequel ils sont. D'accord. Du Voilà. coup, le machine learning, là-dedans, qu'est-ce que ça vient faire? C'est un sous-domaine de l'IA? Ça fait partie des IA? Alors, du coup, si je devais en fait utiliser les poupées russes, euh, la plus grande poupée, c'est l'intelligence artificielle, donc l'IA. La poupée moyenne correspond au machine learning et la poupée encore plus petite correspond au deep learning. Donc, D'accord. du coup, pour décomposer en fait l'ensemble de ces poupées, on va commencer en fait, par l'IA. L'IA, en fait, il peut être considéré comme étant le gros projet autour de. Enfin, le gros projet, en fait, pour faire en sorte que les machines soient autonomes et pour faire en sorte que les choses avancent d'elles-mêmes. Le machine learning correspond en fait à la tête de l'IA. Donc, en fait, ce que je veux dire par tête, c'est toute la partie, comment dire, tout le fonctionnement en fait qu'il peut y avoir. Donc, du coup, derrière cette intelligence artificielle. Donc, du coup, des algorithmes d'IA, de machine learning, pardon, il y en a tout plein, de toutes sortes. Mais bon, là, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais voilà, donc du coup, il y en a toutes sortes. Et en fait, voilà. Donc, pour faire simple, la machine learning est la tête en fait de la poupée russe. Et pour aller encore plus profond, le deep learning, qu'est-ce que c'est? C'est les neurones qui sont dans la tête de la poupée russe. Donc, du coup, le deep learning, concrètement, c'est toutes les petits algorithmes, en fait, toutes les petites choses, en fait, qui font que la machine learning, que l'algorithme de machine learning tourne tout seul, qui peut derrière, en fait, faire tourner un projet d'IA. Donc, derrière, donc, du coup, en fait, pour résumer tout ça, on peut avoir plusieurs mini-programmes de deep learning qui peuvent faire un programme de machine learning et plusieurs programmes de machine learning plusieurs algorithmes, pardon, de machine learning qui peuvent constituer un projet d'intelligence artificielle. C'est intéressant que tu aies reparlé de Google dans ta présentation parce que j'ai envie de te poser cette question. Quel est l'intérêt de Google de Ouais. faire appel au machine learning aujourd'hui?
Mhm. Alors en fait, Google de base, c'est ni plus ni moins qu'un robot qui est bête et méchant, où on lui dit en fait, ben voilà, de considérer un certain nombre de critères pour classer donc, du coup, pour classer les résultats dans son moteur de recherche. Donc aujourd'hui, à notre connaissance, il y en a un peu plus de 250 critères à prendre en compte. Et bah, c'est simple, en fait, avant, dès qu'on remplit les critères, eh ben, on est en haut de Google. Donc, du coup, ça veut dire qu'on peut avoir des sites qui sont tout pourris, qui n'apportent pas de valeur, mais s'ils répondent aux critères de Google, donc, du coup, s'ils répondent en fait aux différentes cases que Google mettait en face de tout ça, et ben, en fait, c'était très facile donc, du coup, d'être numéro un. Et en fait, en 2016, ce qui s'est passé, c'est que Google en fait, a intégré le machine learning dans son algorithme, ce qui fait que, pour reprendre la définition que j'ai prise juste avant, en fait, Google cherche à ce que son algorithme apprenne tout seul sur la base des comportements utilisateurs pour toujours proposer le meilleur des résultats et pour éliminer un maximum de spam. Dans les années 2000, bon, à l'époque, je ne faisais pas encore des SEO, mais c'était très facile de se faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent avec Google parce qu'en fait, il suffit juste en fait, de remplir les cases et de manipuler l'algorithme. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, donc du coup, le machine learning qui est intégré donc, à Googlebot, donc qui est le robot de Google, déjà, il est beaucoup plus difficile en fait de faire du référencement naturel parce que en fait, Google, il apprend de plus en plus en fonction de ce que veulent les internautes, en fonction en fait de ce que les internautes font avec les résultats qu'ils proposent, pour ensuite donc s'adapter à l'environnement dans lequel il est, donc en fonction des types de requêtes utilisées par les internautes, en fonction du type de contenu qu'il consomme, pour pouvoir donc, bah, derrière proposer à chaque fois le meilleur contenu possible à l'internaute sur une recherche donnée. Ouais, donc, pour résumer, en fait, c'est vraiment le but du machine learning par Google, c'est mieux comprendre le contenu des pages, proposer des résultats en fait plus pertinents, plus ciblés pour tous les utilisateurs. On est bien d'accord. Mieux comprendre le contenu des pages, mais également mieux comprendre les requêtes des internautes pour du coup bah, matcher les requêtes avec les bonnes pages et proposer le meilleur service possible. Est-ce que Google, il n'est pas finalement en train un peu de tuer le travail des Mm. professionnels du SEO en le Mm. rendant de plus en plus complexe, hein, ce travail, parce que l'exigence demandée, tu parlais de tous les critères, tous les Ouais. algorithmes qu'il peut y avoir, etc. Et ben, ça complique grandement le travail du SEO, ça. Ça, en fait, c'est un débat que j'ai vu justement quand j'étais du coup, bah, quand j'étais à Stanford. On parlait même de soulèvement des machines, voilà, c'est la fin du monde, les machines vont nous contrôler. Alors, en fait, pas du tout. Pas du tout. En fait, la majeure part, enfin, tous les scientifiques que j'ai rencontrés qui bossent à fond sur le machine learning, ils disent pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, certes, les machines font des choses de manière répétée, de manière autonome dans l'environnement dans lequel ils sont, mais par contre, les machines n'ont pas quelque chose que l'être humain a, c'est les soft skills, entre guillemets. Donc, du coup, c'est le fait de pouvoir anticiper des choses ou bien faire des choses sur la base de l'émotionnel. Donc, en fait, aujourd'hui, les machines, aujourd'hui, sont bêtes et méchantes. Ils peuvent faire des choses de manière bête et méchante. Ils peuvent apprendre comme un être humain. Mais par contre, l'être humain a toujours ce petit truc qui fait sa particularité. Et du coup, pour revenir aussi, en fait, par rapport à tout ce que je viens de t'expliquer, euh, certes, le métier évolue. Donc, du coup, certes, Google va automatiser un maximum de choses. Certes, il y aura des choses que les SEO font aujourd'hui et qui ne feront plus demain. Mais par contre, le métier de SEO va juste évoluer pour s'adapter en fait à ce que Google fait avec Googlebot, et qui est donc son robot d'exploration. Donc le métier n'est pas mort, bien au contraire, le métier est juste en pleine mutation. Donc aujourd'hui, on demande au SEO donc, du coup d'avoir certaines compétences. Demain, on va demander au SEO d'avoir d'autres compétences pour pouvoir s'adapter donc du coup à ces évolutions que Google fait, donc notamment en intégrant le machine learning. Ouais, donc là, on est plus dans un rapport où ouais, vraiment, c'est le, le professionnel du SEO qui va vraiment essayer de s'adapter, de travailler avec la machine. Alors qu'avant, c'était le professionnel du SEO qui faisait un peu ce qu'il voulait de tout ce que Google pouvait mettre en termes de critères. Tu le parlais très bien. Mais aujourd'hui, avec toute l'expérience utilisateur qu'il y a derrière, la notion d'expérience utilisateur et l'apprentissage des algorithmes grâce au machine learning, etc., aujourd'hui, il faut vraiment faire attention et c'est un travail qui est vraiment en symbiose entre la machine et l'homme, en fait. Exactement, exactement. Par exemple, enfin, selon les types de sites utilisés, Google va plutôt privilégier certains types de contenus et la structuration du contenu que sur d'autres types de sites. Par exemple, tu vois, je peux te prendre l'exemple des sites de recettes de cuisine. Et ben Google, en fait, par exemple, un Cuisine AZ ou bien un Marmiton, Google, en fait, il va étudier comment est faite la structure du site. Il va étudier bah, les différentes balises qui sont utilisées à tel moment sur le site. Il va voir s'il y a des vidéos, donc, du coup, par rapport à ça. Donc, toutes ces choses-là ne seront, par exemple, pas faites sur un site qui va parler, par exemple, de cinéma.
Tu vois, ce sera deux choses qui sont complètement différentes. En fait, en fonction de ça et en fonction de comment Google va réagir sur un site qui parle de cuisine ou bien sur l'autre qui parle de cinéma, et ben en fait, en fonction de ça, le SEO qui sera là en fait pour améliorer les choses va venir se greffer pour toujours améliorer le service pour que Googlebot comprenne mieux ce site et mieux le ranker donc du coup sur les pages de résultats de recherche. Et au-delà de ça, en fait, ce que Google veut, en fait, au final, quel est son but ultime? C'est de proposer un maximum de valeur à l'Internet qui va venir utiliser ces produits. Et du coup, je parle pas juste en fait du moteur de recherche. Je parle des autres types de produits Google. Et en fait, pour cela, Google va même aller plus loin en proposant directement dans ses produits des choses qui viennent directement des sites web. Donc, du coup, la position zéro, je pense notamment au People Also Ask, je pense notamment également, parfois, sur certaines requêtes, on peut voir directement les vidéos qui s'affichent. Voilà, en fait, à toutes ces choses qui font que, voilà, aujourd'hui, en fait, Google, son but ultime, c'est mieux servir les internautes, mieux servir les gens. Donc, du coup, forcément, selon les thèmes abordés et selon les différents sites, la manière de faire du SEO change complètement. Donc, pour m'avancer un peu, si je vais être un peu Nostradamus, demain, il y aura en fait des profils de SEO pour bosser sur les sites de météo. Et il y aura d'autres profils de SEO qui vont sûrement bosser sur des sites de cuisine. Parce qu'en fait, la manière de faire le SEO sera complètement différente en fonction de ce que Google veut proposer au mieux à l'Internet. Et il y a quand même un vrai paradoxe au final, parce que le travail du SEO, du professionnel du SEO, est de fournir toujours la meilleure réponse possible aux Mhm. utilisateurs. C'est quand même le fondement du travail, du professionnel du SEO, avant même de répondre en soi aux exigences des robots. Mais Mhm. aujourd'hui, le SEO, on a l'impression qu'il cherche davantage la bonne façon de plaire aux moteurs de recherche, aux Mhm. algorithmes, en Mhm. espérant que le contenu qu'il souhaite Mhm. adresser à ses utilisateurs soit vraiment considéré comme qualitatif par les machines. Donc Mhm. là, il y a un petit côté un peu, je trouve, paradoxal, comme un aspect négatif finalement du machine learning, non? Mhm. Alors en fait, si on reprend la définition de base du machine learning, c'est apprendre selon son environnement. Google va apprendre selon ce que les internautes vont demander, selon ce que les sites proposent, pour étudier en fait ce que les internautes consomment ou bien trouvent pertinent en fonction de ce qui est proposé. Donc en fait, Google, c'est ni plus ni moins qu'un régulateur d'offres et de la demande. Et il Mm. s'adapte en fait petit à petit en fonction, voilà, en fonction des évolutions. Et aujourd'hui, en fait, la manière dont le SEO doit faire son travail, c'est ni plus ni moins se poser la question, comment je vais mieux, comment je peux faire pour plaire au maximum à l'internaute final qui va consommer mon contenu. En ayant ce mindset-là dès aujourd'hui, on va travailler pour l'internaute et en fait, en travaillant pour l'internaute, indirectement, on va travailler également pour Google, étant donné que Google est en train veut plaire au maximum aux internautes également. Donc, du coup, si on entre dans une phase de reverse engineering, on va dire, aujourd'hui, pour faire du SEO, et voire même demain pour faire du SEO, il faudra plus partir de l'internaute pour proposer son contenu, plutôt que de partir de Google pour proposer le contenu. On parle de plus en plus de la capacité du machine learning à pouvoir régler automatiquement, notamment le SEO technique. Ouais. Pour faire simple, le troisième pilier du SEO, du coup, la partie Mm. technique, Mm. finalement, elle est peut-être amenée à disparaître, non? Je n'irai pas disparaître, j'irai évoluer. J'irai évoluer. Parce que bon, la partie technique du SEO, bon, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il y a l'accessibilité, les réponses serveurs, etc., etc. Mais en fait, sans trop rentrer dans les détails, dans l'architecture même des sites web, il y a énormément de choses aujourd'hui que Google ne peut pas prendre en compte. Là, l'exemple qui vient en tête, c'est par exemple comment Google pourrait gérer au mieux mon back-office. Donc, du coup, en fait, là, enfin, la partie que j'utilise pour pousser du contenu sur le site, si Google ne rentre pas donc, du coup directement dans mon infrastructure. Ça, c'est également une partie technique de mon projet SEO. Et ça, typiquement, Google ne pourra pas rentrer dedans. Donc, certes, moi, ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que il y aura des choses que Google va anticiper, donc au niveau de l'accessibilité, au niveau des réponses serveurs, etc. D'ailleurs, petite parenthèse, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai remarqué en fait que les sites en 404 mettent beaucoup plus de temps à disparaître qu'avant, tu vois, parenthèse fermée. Google peut prendre en compte des choses, donc du coup, Google peut prendre en compte des notions techniques, mais par contre, toutes les notions techniques ne seront pas prises en compte parce qu'il y aura des choses en fait sur lesquelles Google n'aura pas spécialement accès, et quand bien même sur des choses qu'il peut prendre en compte, il y aura toujours, toujours, toujours des points sur lesquels il ne peut pas aller à 100%, et dans ce cas-là, l'être humain pourra venir
matcher donc du coup ce manque à gagner ou bien ce manquement de Google. Oui, bien sûr, mais du coup, ça répond quand même un petit peu à cette question où ça va quand même atténuer l'importance, en tout cas la mainmise de l'être humain sur la partie technique. Et on dit même de plus en plus, alors ça, c'est lors de mes recherches que j'ai pu voir ça, Ouais. que finalement, c'est le contenu qui va finalement bientôt primer, et ce sur quoi les professionnels du SEO vont devoir le plus se concentrer, sachant que les machines vont être capables de participer très grandement, très majoritairement à la partie Mm. technique, par exemple. Ouais, tout à fait, tout à fait. Bon, de toute façon, enfin, ça, c'est pas un secret, hein. Le contenu est roi, le contenu sera toujours roi. Il y a un adage ici qui dit que le contenu est roi et les liens sont reines. Donc, du coup, effectivement, beaucoup plus focus sur le contenu et focus en fait sur la qualité du contenu. Donc, typiquement, dans la, dans la, dans la manière en fait de faire des SEO qui persistent encore aujourd'hui, moi je le fais, hein. Du coup, pour pas me cacher. Parfois, en fait, on a tendance à créer du contenu purement pour Google. Donc, du coup, écrire un contenu, on va mettre X mots-clés, on va mettre X expressions, pardon. Le contenu sera juste imbuvable pour un internaute. Ça, du coup, demain, avec ces évolutions-là, je pense que Google sera beaucoup plus capable de détecter cela et de carrément en fait, bannir ces types de textes. Donc, il y a des outils qui nous permettent de faire ça. Il y a des outils en fait, qui nous permettent de voir s'il y a si notre contenu est suroptimisé, sous-optimisé ou pas. Mais effectivement, je te rejoins en fait, voilà, sur le point que pour moi, enfin, le SEO doit vraiment mettre un accent pour proposer un meilleur contenu pour son public. Et par contenu, je parle pas juste de texte, je parle des images, je parle des podcasts, je parle des vidéos, je parle de tout ça qui peut servir donc, du coup, au mieux l'internaute final. Il y a quand même pas un petit risque, je ne sais pas, d'uniformisation. Je te Mm. parlais donc du SEO technique qui va quand même peut-être avoir, ou sur lequel les professionnels des SEO vont avoir moins peut-être de mainmise. Et Mm. également, on parle beaucoup sur la rédaction web, où il y a de plus en plus de logiciels basés sur l'IA qui Mm. créent du contenu automatiquement en analysant des millions, des milliers de résultats sur les Mm. SERP pour générer des textes Ouais. automatiquement. Alors en Mm. soi, ça peut paraître une très bonne idée, hein, mais il n'y a pas des risques d'uniformisation, par exemple, à cause du machine learning et de l'IA. Mm. Mm. Euh, Là, tu attaques un sujet assez complexe de l'intelligence artificielle. En fait, le point que tu évoques, c'est le NLP, le Natural Language Processing. Tout à Donc, en fait. gros, effectivement, le but, c'est voilà, d'accumuler un maximum de données. Donc, du coup, enfin, ça, c'est le deep learning qui s'en occupe. Le but, c'est d'accumuler un maximum de données pour pouvoir générer du contenu. En fait, aujourd'hui, les algorithmes qui sont créés, donc les différents algorithmes en fait, qui sont derrière, ne sont pas encore en fait au point 100% pour Mm. créer un texte intelligible par un être humain. Donc aujourd'hui, tu proposes un texte généré versus un texte qui n'est pas généré, l'être humain pourra faire rapidement la différence. Voilà. Mais cependant, on a encore un peu de marge, tu vois, avant que la machine rattrape l'homme, on va dire. Mais ça, pour le coup, enfin, c'est pas encore à l'heure du jour. Et là, enfin, sur trop m'avancer, enfin, je pense qu'on a encore 4-5 ans devant nous, quoi. Au minimum, au grand minimum. Donc, je vais te demander de sortir ta petite boule de cristal, s'il te plaît, Bilker. Je vais te demander quelles pourraient être les prochaines étapes importantes dans l'évolution du SEO, dû à l'avènement de l'IA et notamment du machine learning. On connaît d'ores et déjà, on en a parlé un peu, les producteurs de contenu automatique, par exemple. Mais voilà, quelles vont être peut-être les prochaines étapes importantes? Mhm. En fait, les étapes dépendent surtout de l'utilisation, de l'évolution de l'utilisation de ces services par les internautes. Ah ouais. Il y a 5 ans à peu près, on se disait, donc il y a 5 ans, en 2017, on se disait oui, normalement en 2020, 60% des recherches se feront uniquement avec le vocal. On est en 2022, c'est pas encore le cas. Mm. Donc, du coup, en fait, tout dépend réellement. En fait, la tendance est plutôt donnée par les utilisateurs et par comment ils veulent que les outils évoluent et comment ils veulent en fait, que les produits évoluent. Donc, aujourd'hui, en 2022, donc, au moment où je te parle là, les tendances en fait, qui se dessinent, selon moi, sont effectivement donc, du coup, les textes générés, donc du coup, les NLP, la prédiction également. Donc aujourd'hui, il y a même l'outil de Google, c'est Google Discover, qui permet en fait de proposer à l'internaute les types de contenus qui peuvent l'intéresser en fonction de ses envies, pardon, et en fonction de ses préférences. Mais surtout, en fait, là, il y a un gros truc sur lequel Google est en train de bosser,
c'est pouvoir proposer du contenu avant même que tu penses à ce contenu-là. Donc en fait, là, pour le coup, enfin, ce produit-là serait plutôt en fait en lien avec l'Internet des objets, par exemple, Mhm. ou enfin, donc du coup, en fait, ce sera autant d'objets, enfin, autant d'éléments pour lesquels Google pourra assembler des infos, beaucoup des infos, autant d'infos en fait qu'il peut, pour pouvoir en fait toujours plus en fait prendre de l'avance sur ce qu'on veut pour proposer du coup du contenu. Typiquement, si je peux te donner un exemple, bon, aujourd'hui, je ne sais pas encore si ça existe, mais selon moi, je ne pense pas. En tout cas, je n'ai pas vu dans ma veille. Demain, si on achète notre frigo et que notre frigo est connecté à Google directement, Google, en fait, il pourra nous ramener nos courses dans nos frigos avant même qu'on se dise, ah ouais, mais en fait, il manque du beurre. Ah ouais, mais en fait, il manque du lait. Tu vois. Et autre point, tu vois, si demain, voilà, un jeune couple attend un enfant, tu vois, et ben, les comportements qu'on peut avoir au quotidien, tu vois, donc du coup, je sais pas, aller sur Doctolib pour aller voir un gynéco, aller, comment dire, aller à la pharmacie pour acheter du infantile, je ne sais pas, quoi, tu vois. Bon, en fait, je suis pas encore d'enfant, donc du coup, je sais pas trop comment ça se passe. Mais du coup, tu vois, enfin, toutes ces petites choses-là, euh, ce sont en fait des infos que Google pourrait, euh, pourrait, euh, pourrait accumuler pour derrière, dans leur fil de recherche, nous proposer en fait des recherches, des termes, voire même des pages en fait autour de ça. Donc, selon moi, c'est vraiment en fait là où on se tourne, avec aussi le développement de tous les objets autour de ça. Donc là, voilà, enfin, moi, je suis trop bien à avoir ma Galaxy Watch. Il y a d'autres objets qui sont en train de sortir. Enfin, là, j'ai entendu que Google va relancer le projet Google Glass parce que là, apparemment, le marché est beaucoup plus mature. Donc voilà. Donc, pour moi, on va carrément sortir du web actuel tel qu'on le connaît. Et je dirais, enfin, je ne vais pas trop rentrer dans le dessus parce que, bon, enfin, parce que là, pour le coup, c'est vraiment spéculatif. Mais le fait d'être dans cet internet des objets et aussi de rentrer en fait dans une métaverse va aussi nous permettre enfin, va permettre à Google en fait, de toujours anticiper nos besoins. Donc voilà. Donc NLP, prédiction et voilà, NLP, prédiction surtout. Eh ben, Biker, un grand merci d'avoir Je t'en accepté de répondre à ces questions parce que c'était pas toujours évident. En plus, je t'en ai posé certaines qui étaient pour le coup pas prévues et tu as plutôt oh, pas mal réagi. Tu as été très pédagogue. Donc, merci beaucoup. Ton expertise a vraiment été très utile sur ce sujet qui peut effectivement s'avérer un peu technique et complexe parfois. Donc, voilà, on essaie de vulgariser les choses pour que ce soit bien compréhensible. Je te souhaite top. une très bonne continuation, Bill Kerr, avec Toujours. ton agence donc DataBix. Je te Merci. remercie encore une fois beaucoup d'avoir été avec nous. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Let's Talk About SEO. Je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao, ciao.